Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture sur ma chaîne. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties comme je le fais assez souvent. Je vais tout d'abord vous parler des shonen, puis des shoujo et je conclurai par les seinen. Je commence avec le tome 72 de One Piece de Eiichiro Oda publié chez Glénat. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 76 tomes de parus et le tome 73 est prévu en France pour le 7 janvier. Que se passe-t-il dans ce tome 72 sans rien vous spoiler bien évidemment? L'équipage du chapeau de paille est toujours partagé en 3 parties, c'est toujours un peu ça, ils sont tous dispatchés à 3 endroits différents. Luffy se bat toujours au Colisée pour gagner le fameux tournoi et surtout le prix de ce tournoi qui pour lui est pire qu'essentiel. Voilà, il ne voit pas quelqu'un d'autre que lui gagner ce tournoi, clairement. Je ne vous dis pas pour ceux qui ne sont pas à jour niveau lecture, qui ne savent pas l'enjeu de ce tournoi, je ne vais pas vous spoiler ce que c'est, mais c'est quelque chose de très important pour Luffy. Dans ce tome-là, on apprend également pas mal de choses, notamment sur les jouets qui vivent à Dressrosa. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont réellement? Ça nous en apprend un petit peu plus. Il y a pas mal de combats, autant se le dire. C'est One Piece, ça se bastonne assez souvent. Il y a des personnages assez charismatiques. C'est assez plaisant à suivre, sans être non plus la lecture du siècle, je dirais. Je vous montre rapidement les dessins, même si je pense que la majorité d'entre vous, vous avez déjà vu au moins une fois à quoi ressemblent les dessins de One Piece. Pas de grosses révélations dans ce tome comme dans certains autres tomes, mais tout de même une bonne lecture. Je continue avec une très bonne lecture puisqu'il s'agit du tome 5 de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki publié chez Pika. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de parus. Le tome 6 est prévu en France pour le 3 décembre et le tome 7 pour le 4 février. Une série, comme vous le savez, que j'adore d'amour depuis qu'elle a débuté chez nous, dont je suis la parution avec beaucoup d'impatience. Voilà, je trouve rien que le travail de base au niveau des couvertures est génial. La petite frise qui continue sur les tranches, très sympathique. Et ce tome 5, il envoie du lourd. Et c'est vraiment la force de Seven Deadly Sins, c'est d'avoir des personnages ultra charismatiques, mais en plus de nous donner des révélations en pagaille. Alors oui, on pourrait, comme je l'ai déjà y trouvé, si on cherche vraiment des similitudes avec Fairy Tail. Non, mais c'est quand même tout de même un petit peu différent, parce que là, dans ce tome-là, autant dire, il va y avoir pas mal de combats et il va aussi y avoir des combats à main nue. Là où la magie ne rentre pas en compte, alors que les Seven Deadly Sins sont quand même des personnages assez puissants. Et il y a des combats épiques. Je ne vous dis pas qui contre qui, mais vraiment des personnages principaux contre d'autres personnages principaux. Donc autant vous dire, c'est juste super génial à suivre. Niveau rebondissement, c'est franchement pas mal, ça vous tient en haleine et surtout, voilà, quoi. Il y a des personnages qui sont juste trop badass et rien pour ça, ça donne envie de lire la suite. Alors je ne vais pas vous spoiler le big combat de ce tome là qui est juste... Voilà. Mais en gros, là aussi, un petit peu comme One Piece, comme Fairy Tail et compagnie, nos héros doivent participer à une sorte de tournoi. Je ne vous dis pas quel en est l'enjeu, mais c'est un enjeu très important pour les Seven Deadly Sins, puisque ça va leur permettre d'atteindre plus ou moins leur but par la suite. Alors j'essaie de rien vous montrer de spoilant, c'est un peu difficile avec ce tome-là, parce que voilà, je pourrais vous montrer les planches du sublime combat, mais non, parce que voilà, il faut que vous découvriez ce combat si vous n'êtes pas encore à jour au niveau lecture. Non, là il ne s'agit pas du combat du feu de Dieu de ce tome, mais ça vous montre un petit peu la dynamique des combats. On en apprend un petit peu plus en fait sur Meliodas, qui est le chef des Seven Deadly Sins, et on comprend que ce personnage va envoyer du lourd, qu'il n'envoie pas encore tout à fait du lourd au maximum de sa puissance, et quand on voit à peine de quoi il est capable, on se dit c'est pas le chef pour rien. On voit également en combat Ban, qui est, je pense, l'un des personnages les plus appréciés et les plus charismatiques, tout comme Meliodas de ce manga. Voilà, c'est un petit peu le gars immortel qui va se remettre de blessures pas possibles et qui a trop la méga classe, qui amène aussi ce petit côté humour, car c'est un manga qui est bourré d'humour, mais qui tient la route et que je vous conseille vivement si vous êtes encore passé à côté. Je continue avec un shonen, mais dans un tout autre registre, puisqu'il s'agit du tome 17 de Black Butler de Yana Toboso, publié chez Kana. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 19 tomes de parus et le tome 18 n'est prévu en France qu'à partir du 13 février. C'est vraiment un shonen dont j'aime vous parler puisque c'est un shonen qui me plaît énormément. Et comme je disais, les arcs sont très variés. Et c'est ça qui est vraiment plaisant, c'est de passer d'un arc à un arc totalement différent, dans un tout autre registre,
de voir que l'auteur est à l'aise avec plein de registres, univers, tout ce que vous voulez différents. L'auteur reprend exactement où elle s'en arrêtait au tome 16, c'est-à-dire au match de cricket. Match très important pour la suite de l'histoire. Le match est épique, c'est un petit peu un match à la Prince of Tennis, si vous voulez, dans le genre extraordinaire, mais tout le monde n'y voit que du feu. C'est tout à fait normal ce qui se passe, alors que non, ce n'est décemment pas normal tout ce qui se passe dans ce match. Il y a une scène, mamma mia, elle est épique cette scène, le gars a trop la classe. Et non, je ne parle ni de Sébastien, ni de Ciel, ni d'un Shinigami, mais d'un banal humain, mais qui a la classe absolue sur une action de ce tome, mais le gars, rien à dire. D'ailleurs, en parlant de ce tome, niveau classe, il y a un autre personnage assez charismatique qui refait sa petite apparition au final de ce tome et qui vous laisse sur un suspense de fou. Vous comprenez que cet arc s'achève, que le match est terminé. Je ne vous en dis pas l'issue, mais il est terminé. Si elle va pouvoir enfin en savoir un petit peu plus sur la disparition de certains personnages, parce qu'à la base, c'est dans cette fameuse école en mode Harry Potter, c'est pour enquêter sur la disparition de certaines personnes. Et là, à la fin de ce tome, on a quelques révélations à propos de ces disparitions. Que sont-ils devenus? Ça fait un petit peu écho à un précédent arc de la série. Voilà, ce qui est plaisant, c'est de voir qu'il y a une continuité. Ce ne sont pas que des arcs disposés sans une suite logique. Non, il y a quand même une logique. C'est ça qui est super intéressant. Et l'image finale. Vous avez la super révélation de ce tome qui est sur l'image finale. Voilà, un personnage qui restait mystérieux depuis déjà quelques temps. On se dit, mais qui ça peut bien être? Ce personnage qui donne du fil à retordre à Sébastien. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un personnage que l'on connaît très bien et qui réapparaît en mode je suis méga classe, je vais envoyer du lourd dans le tome 18, mais il faudra attendre le mois de février pour pouvoir connaître la suite. Des petits extraits du tome pour vous montrer ce que ça donne niveau graphisme. Donc là, un petit extrait du fameux match de cricket qui est juste dément, le match. À la fin, ça devient quand même, on ressort du registre de ce match un petit peu loufoque, un petit peu léger niveau lecture, à quelque chose de beaucoup plus sombre. Voilà. Là, ça ne vous spoile rien sur le grand final de ce tome, mais voilà. Pour celles et ceux qui auraient laissé leur lecture entre parenthèses en se disant que non, ça ne vaut pas le coup, si, ça vaut clairement le coup d'œil. Pour conclure le chapitre Black Butler de cette vidéo, n'oubliez pas que le caractère guide est disponible depuis début novembre en librairie. Je ne le présenterai pas dans cette vidéo, il fera partie de ma vidéo What's New, mais bon voilà. N'oubliez pas qu'il est sorti, qu'il est juste sublime et que c'est un indispensable pour tout fan de Black Butler. J'enchaîne avec un dernier shonen, un peu plus tout public, je dirais que certainement beaucoup d'entre vous suivez. Il s'agit du tome 6 de Assassination Classroom de Yusei Matsui, publié chez Kana. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de parus. Et le tome 7 est prévu en France pour le 30 janvier. Sachez d'ores et déjà que la série va être, il me semble bien, décliné en un anime et un film live. Alors c'est toujours l'alternative si vous n'avez pas spécialement envie de vous lancer de suite dans le manga, sachant qu'il est toujours en cours et qu'il y a déjà une dizaine de tomes de parus. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 6? Pour être honnête, Assassination Classroom, et ça date déjà du tome 4, 5 par là, je dirais pas qu'on en a fait le tour, mais ça tourne bien dans le sens où c'est toujours le même schéma de tome. Un nouveau personnage ou un personnage qui fait un peu son comeback va intervenir en mode cherchez pas les gars, c'est moi qui vais buter le prof, et il se vote lamentablement. Le poulpe, il est toujours là, impec, tu penses que t'as trouvé son point faible, mais il a déjà de l'avance sur toi de toute manière, donc mon gars, tu sers à rien. C'est un petit peu ce que je reproche à la série, c'est qu'elle ne se renouvelle pas jusque là. On suit un petit peu les mêmes gags qui à force ne me font plus rire. Dans ce tome là, le poulpe essaye, on croirait du moins, essaye d'accélérer les choses en donnant en essayant de motiver ses élèves. En gros, si vous réussissez à vous classer dans les meilleurs de toute l'école, vous aurez le droit de m'affaiblir un maximum et donc d'avoir plus de chances de me tuer. Ce qui est bien évidemment très intéressant pour eux, pour la simple bonne raison que la récompense est juste faramineuse. Dans ce tome-là, on a l'arrivée d'un nouveau personnage. Alors, on a le retour d'un ancien personnage, qui sert à rien mais qui se ramène quand même, et on a l'arrivée d'un nouveau personnage, bon, qui est pas vraiment nouveau puisque le gars est là depuis le départ sauf qu'on ne l'a pas vu, qui est un personnage qui je pense va être assez important pour la suite et qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur le principal de ce collège, école, je ne sais plus de quoi qu'il s'agit, un collège je crois ou un lycée. Ce principal, si vous suivez la série, vous savez que c'est un personnage assez space,
Voilà, c'est le gars, il est un peu dictateur sur les bords, il est vraiment très très chelou. Et on ne sait pas trop ce qu'il cache. Et il y a l'arrivée donc de ce nouveau personnage qui va nous permettre de se focaliser un peu sur ce principal et de voir un petit peu son but, tout ça. Niveau dessin, bon, c'est un shonen qui se lit facilement, je dirais. Voilà, c'est un dessin assez plaisant, mais c'est pas non plus le truc que j'adore par-dessus tout par rapport. Je préfère clairement les dessins de Seven Deadly Sins à choisir. C'est pas vraiment une série que je conseille, comme d'habitude, j'attends vraiment qu'il y ait une fin d'annoncer parce que je sens que. Déjà, je vois qu'il y a 12 tomes déjà de sortie, c'est déjà beaucoup. Je fais beaucoup de déjà dans cette phrase, c'est pas grave. Ça fait déjà pas mal de tomes de sortie et j'espère que la série ne s'étendra pas parce que je pense que ça s'essouffle malheureusement petit à petit, à moins vraiment que l'auteur arrive à relancer un peu la machine. J'en ai terminé pour la partie shonen de cette vidéo, je vais à présent passer à la partie shoujo qui, rassurez-vous pour ceux qui n'aiment pas les shoujo, sera relativement courte. Je commence avec un bon titre. La suite de Blue Spring Ride, le tome 7 de Yo Sakisaka, publié chez Kana. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de parus et le tome 8 est prévu en France pour le 16 janvier. Je vous ai parlé des 6 premiers tomes dans une vidéo coup de cœur. Je vous y renvoie si vous n'avez pas vu et si vous voulez savoir ce que j'ai pensé des 6 premiers tomes de la série. Et autant vous dire, quand j'ai terminé de lire le tome 6, je voulais absolument le tome 7. Alors il faut savoir qu'à partir de ce tome 7, c'est pas vraiment qu'on change d'un arc ou d'un truc machin différent, mais les couvertures sont différentes dans le sens où avant les couvertures avaient un fond plutôt blanc et maintenant elles sont toutes remplies. Un petit peu dans l'idée de Tokyo Ghoul, en plus girly. Voilà. Les couvertures sont vraiment super sympas. Voilà. Kana fait un très très beau travail au niveau des couvertures. Alors dans ce tome 7, qu'est-ce qu'il se passe? Comme vous le savez peut-être, notre petite héroïne est un petit peu en froid avec son chéri. Alors c'est pas vraiment son chéri, mais c'est quand même un petit peu l'homme de sa vie pour l'instant. Mais ce froid ne va bien évidemment pas durer des tomes entiers, sinon ça n'avancerait pas et aucun intérêt de suivre la série. Et notre héroïne, au début, elle freine un petit peu ses sentiments parce qu'elle comprend qu'il doit se rapprocher d'une autre fille, dans le sens où cette autre fille a les mêmes problèmes que lui. Voilà, elle partage la même tristesse, le même désespoir. Autant dire, c'est pas gai du tout cette partie de l'histoire. Et elle se sent obligée de se mettre en retrait. Mais finalement, elle va se dire non mais oh, j'ai un petit peu mon mot à dire, elle va essayer de se mettre en avant. C'est l'héroïne classique de shoujo qui n'a aucune expérience en amour, qui découvre à peine ce qu'est l'amour, une relation, tout ça, et donc qui va être en galère pour avancer dans la vie à cause de ça. Il se passe pas énormément de choses dans ce tome-là. Tome très plaisant à suivre, c'est vraiment une série voilà, dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous attachez à toute cette petite bande d'amis, de personnages. C'est très plaisant à suivre, mais dans ce tome-là, on n'a pas des révélations de fou, un truc de oh, ça se termine avec un suspense de malade. Non, encore heureux que non, parce que vu le rythme de parution que je trouve un poil lent, ça me dégoûterait si on était sur un suspense de dingue à la fin de chaque tome. Niveau dessin, voilà ce que ça donne. Personnellement, j'adore, même si je continue de penser que c'est excessivement ressemblant à Astro Beige. Et voilà, c'est un petit peu le problème avec ces mangaka-là qui ont plein de séries et que tous les personnages se ressemblent dans toutes les séries. Mais bon. Voilà. Un shoujo que je conseille vivement, même s'il y a, bon, déjà 12 tomes de parus au Japon, c'est toujours en cours. Il y a un anime, comme toujours, si vous faites l'impasse sur le manga, il y a un anime. Il y a un film live, c'est toujours des alternatives. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dessus dans le manga, que vous préférez attendre de savoir quand est-ce qu'il se finit, et peut-être aussi de vous donner une idée de l'histoire, c'est une bonne alternative. Je continue avec un shoujo, pour être poli, on va dire qu'il est juste un poil en dessous. Voilà, on peut le descendre. Il s'agit du tome 4 de Aphrodisiaque de Tomomi, c'est publié chez Soleil Manga dans leur collection Gothique. Série terminée au Japon en 5 tomes et le dernier tome paraîtra en France le 7 janvier. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome-là? Bon, alors on va d'abord parler du positif. Il y a un petit peu de positif dans tout ça, c'est la couverture. Les couvertures de cette série sont vraiment magnifiques. Le chara-design des personnages, c'est vraiment la force de cet auteur. Voilà. Là encore, elle fait des... Surtout au niveau des hommes, d'une série à l'autre, ils se ressemblent plus ou moins... Si ce n'est à quelques cheveux près, ils se ressemblent. Mais le chara-design de l'auteur est vraiment très sympa. Là où ça pêche, c'est au niveau du scénario, vous vous en doutez. Si ça pêche pas au niveau des dessins, c'est que ça pêche au niveau de l'histoire. C'est pas chiant. J'irai pas jusque là.
mais c'est pas ultra passionnant à suivre. C'est pas le manga dans lequel vous avez envie de vous remettre quand vous avez, voilà, quand le nouveau tome est sorti, vous vous jetez pas dessus pour connaître la suite. Non. Alors, non pas que l'histoire est totalement inintéressante au possible, j'aime beaucoup les histoires qui parlent, voilà, de fantastique, de sorcières, tout ça, c'est vraiment ma came à la base. En plus, avec une petite histoire d'amour, why not? Mais l'alchimie ne prend clairement pas, car d'un, c'est vraiment pas la meilleure série de l'auteur, je continue de le dire. Si vous ne connaissez pas Tomomi, Midnight Wolf, Midnight Secretary avant tout, et après vous tentez ça, et vous tentez à la limite Flowers for Series, qui sont pour moi deux séries qui sont d'ailleurs les plus courtes, parmi tout ce qu'elle a fait, et qui sont un petit peu en dessous du lot. Pour rappel, si vous ne le savez pas, voilà la couverture des différentes séries. Donc Midnight Secretary, qui est sa première série, si je dis pas de bêtises, du moins c'est la première que j'ai lue. Midnight Wolf, donc là on parle de vampire, là on parle de loup-garou, et Flower Sorcery, on parle de fantôme. Donc là on parle de sorcière. Ce qui est bien, ce qui est très intéressant, c'est quand on lit toutes les œuvres d'une auteure, c'est de voir qu'elle aborde, voilà, les vampires, les loups-garous, les fantômes et les sorcières. C'est varié, au moins on change un petit peu de registre, même si on reste dans du fantastique. Mais là, l'héroïne, c'est pas qu'on a envie de lui foutre des claques, mais c'est qu'à un moment, on a envie de lui dire, mais bouge, quoi, fais quelque chose. La nana, maintenant, elle est sorcière officielle. Hein, attention. Dans sa tête, tout simplement, elle est restée la nana qu'elle était dans le tome 1. C'est-à-dire pure, innocente, naïve, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis dépassée par les événements. Elle prend pas plus confiance en elle, sa relation avec Kaname, elle évolue pas des masses. Dans ce tome-là, autant vous dire, c'est beaucoup de scènes de sexe. J'ai pas trop compris l'intérêt, une ou deux aussi par là, mais là, quand ça vous montre trop de choses, pour un shoujo, il ne s'agit pas d'un josei. Il s'agirait d'un josei, je dirais, ah. Et là, il ne s'agit que d'un shoujo, donc scènes de sexe pas spécialement nécessaires et surtout pas besoin qu'elles soient aussi explicites qu'elles le sont là. Je trouve que ça gâche un petit peu la relation qui pourrait être très belle entre ces deux personnages, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont ensemble que pour ça. C'est bête à dire, hein, parce que c'est vraiment pas un manga qui à la base tourne là-dessus, mais c'est le ressenti que j'ai, et je me dis finalement, c'est pas... Il y a des couples, je dis un couple, mais totalement au pif, mais celui qui me vient, le premier là de suite maintenant, Nana et Ren dans la série Nana. Il n'y a pas de scène de sexe entre eux, il y a peut-être une, allez, dans tout le manga, encore je suis pas sûre. Mais c'est cette fusion entre les deux, ces deux personnages, voilà, ils sont faits pour être ensemble. C'est tellement beau, cette union, qu'on a envie de vivre ça dans la vraie vie, quoi. Là, le gars a beau être beau gosse, la nana a beau être pas mal du tout, c'est pas assez profond pour moi, ça reste une relation, c'est assez plat. Voilà, il n'y a pas vraiment d'émotion. La narration n'est pas vraiment des plus extraordinaires à suivre. Je dis pas qu'on a fait le tour, mais heureusement que la série se termine en 5 tomes, parce que franchement elle aurait été plus longue, je pense que je l'aurais lâchée en cours de route. J'en ai déjà terminé avec le shoujo, comme vous avez pu le voir c'était super rapide. Je conclue avec les seinen, là encore il y en a deux. Une lecture que j'ai adorée, une lecture avec laquelle j'ai eu un petit peu plus de mal. Je vais commencer avec celle que j'ai adorée. Oui, vaut mieux. Le tome 5 de Dimension W de Yuji Iwahara, publié chez Kiyun. Seinen, toujours en cours au Japon, avec déjà 6 ou 7 tomes. J'ai un doute, parce que selon les sites, ça affiche 6, des fois ça affiche 7. Je ne sais pas s'il y a 6 ou 7 tomes de parus au Japon, du moins la série est toujours en cours. Et le tome 6 serait prévu en France pour le 12 février. Ce tome-là, ah, qu'est-ce qui était bien. Cette série... Vraiment, au début, je voulais pas me lancer dedans, hein. Je vous l'ai déjà dit, la science-fiction, c'est pas trop mon dada. J'ai quelques séries de science-fiction que j'apprécie, Terraform Mars par exemple, mais j'ai un petit peu de mal avec le côté science-fiction. Soit j'accroche à mort, soit je n'accroche absolument pas, je trouve ça très froid. Je vous dis ça, dans même pas 2 semaines, je vais acheter le coffret de Leonid Skill. Bref, passons. Mais ce que j'aime avec Dimension W, c'est qu'il y a de la science-fiction, oui, parce qu'on est dans un univers futuriste, avec des coils qui ont remplacé tout ce qui est électrique, donc c'est quand même un univers assez futur. On a ce personnage de Kiyoma, qui est le personnage un petit peu antique, hein, le gars qui se résout pas à utiliser la technologie de son époque et qui est toujours avec les vieilles voitures, les vieux téléphones, avec les vieux objets de notre époque à nous finalement. Il y a ce contraste-là déjà de ce personnage qui est en écart de ce côté science-fiction de l'histoire, qui ressemble presque à un samouraï en fait au niveau de la dégaine. Donc on pourrait croire que c'est juste des missions de récupérateurs de coils illégaux. On pourrait dire ouais voilà, ils vont de mission en mission pour récupérer des coils illégaux,
fin de l'histoire. C'est plus profond que ça et c'est là que ça devient intéressant. Déjà ce tome 5 il est génial pour un premier point, le fait qu'on en apprenne beaucoup sur le passé de Kiyoma, qui est un petit peu le héros de l'histoire. C'est le gars qui envoie du lourd mais dont on soupçonnait un passé assez sombre, on l'évoquait un tout petit peu. Voilà, il parle pas de son passé, tout ça, et là on comprend ce qui s'est finalement passé dans son passé qui fait que ça le torture encore aujourd'hui, qui s'en remet pas. Ensuite, dans ce tome-là, on a des nouveaux personnages, dont le personnage que vous voyez sur la couverture. C'est un super spoil, oui, on voit le nouveau personnage sur la couverture, mais je ne vous en dirai pas plus à son sujet. Il n'y a pas que lui qui arrive dans ce tome-là, il y a d'autres personnages qui arrivent du même coin. Et surtout, la fin de ce tome, comme elle vous promet du lourd pour la suite. C'est un petit peu comme Seven Deadly Sins, tout ça. Vous comprenez que dans le tome suivant, ça va être assez différent que ce que vous avez vu là. On va partir sur plus ou moins autre chose, mais quelque chose qui vous donne envie. Vous avez envie de voir comment ça va évoluer, comment ils vont s'en sortir. Et de ce côté-là, c'est très efficace. Niveau dessin, voilà, on aime ou on n'aime pas. C'est toujours pareil. Je vous montre des dessins. Moi, je trouve ça génial. Si ça se trouve, vous allez regarder, vous allez dire non. Ça, malheureusement, très très subjectif. Bon, personnellement, je trouve que ça va très bien avec l'univers. Et c'est vraiment un très très bon seinen que je vous conseille si vous hésitez à le commencer. Bon là on a quasiment rattrapé le Japon, donc autant vous dire le rythme de parution il va être un petit peu lent par la suite. Mais c'est tout de même une très bonne série. Je conclus avec un dernier seinen qui, vous vous en doutez quand vous allez voir le titre, je ne vais pas en dire que du bien. Je ne vais pas non plus le descendre au possible, c'est pas l'intérêt de mes vidéos de prendre un manga et de vous en dire tout le mal possible imaginable. Mais j'aurais tout de même du mal à vous trouver des points positifs. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il s'agit du tome 4 de King's Game Extreme de Nobuaki Kanazawa et Ranji Kuriyama, publié chez Kiyono. Seinen, terminé au Japon en 5 tomes, et le tome 5 sortira en France le 12 février. Tout comme le tome 6 de Dimension W. C'est bien, j'aurai encore une bonne lecture, une mauvaise lecture. Sachez que d'ores et déjà, la série King's Game Origins, qui serait, je pense, la saison 3, est annoncée par Kiyun pour l'année prochaine. Quelle surprise, on s'y attendait pas. Est-ce que je ferai la saison 3? Ça dépendra comment se conclut cette foutue saison 2 et c'est hyper mal parti. Mais que se passe-t-il dans ce tome 4 pour que je sois aussi remontée après la série? Alors déjà dans le tome 3, on avait des scènes, enfin on avait une scène, un jeu assez, comment dire, assez sadique. Sadique, dégueulasse, ce que vous voulez. Gore, inhumain, bref, horrible. Ce jeu-là se termine là. Si je dis pas de bêtises, oui, de manière assez tragique. Et ensuite on se lance dans un nouveau jeu. Parce que bien sûr ça ne s'arrête pas là, tant que tout le monde n'est pas mort, ça ne s'arrêtera pas. C'est à peu près le but. Et donc notre héros va toujours se dévouer corps et âme pour sauver tout le monde. Voilà, c'est tant pis, t'es méchante, mais non, mais je vais te sauver quand même. Non, tu es à moitié mort, mais non, je te sauverai quand même. Le gars est prêt à crever, voilà, pour sauver tout le monde. Why not? Après tout, il en faut bien pour rattraper le côté ultra malsain des autres. Ok, donc là en fait ils ont un jeu dans un temps toujours limité. Le King's Game, tous les jeux ont une durée très limitée pour être exécutés. Sinon, la sentence, soit c'est la mort, soit c'est un truc horrible et vous préférez être mort. Mais les 3 quarts du temps c'est la mort. Donc là on est lancé dans un nouveau jeu dont on entrevoit à peine finalement le début. On en apprend foutrement rien sur les origines du King's Game, tout ça. On a vu que ce sera dans la saison 3. Ils se font un kiff, hein, ils vont faire une saison 3 et tout. On n'apprend pas grand chose de plus sur le jeu, sur qui tire les ficelles, tout ça. Je sens que ça va faire comme la saison 1 où tout sera révélé dans le dernier tome. Prends-toi ça dans la tronche et puis personne ne s'y attendra. Et ça va m'énerver. Vous allez me voir ultra énervé en février quand je vais vous parler du tome 5. C'est normal. Et le tome se conclut sur quelque chose qui est assez... Mais je le voyais bien finir comme ça en fait. Ce tome sur quelque chose, vous êtes... Oh non! Enfin, le truc qui vous dégoûte bien, vous vous dites... Mais non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Non, ce personnage-là ne peut pas mourir. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Vous le saurez en février. Mais c'est le genre de truc tellement prévisible quand on sait qu'il ne reste plus qu'un seul tome et qu'il faut tenir le lecteur en haleine jusqu'au bout, que c'était sûr que ce genre de scène allait conclure l'avant-dernier tome de la série. Je vous montre quand même niveau dessin, vous avez même une petite pub pour le roman, parce qu'en fait il y a le roman qui sort le 6 novembre, qui est sorti le 6 novembre, puisque le 6 novembre s'est passé. Faut que je me mette d'actualité, moi le 6 novembre s'est passé, donc le roman est sorti. Voilà, je ne fais toujours pas les romans, c'est toujours pas dans mes projets d'actualité futurs sur ma chaîne.
Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Niveau dessin, c'est pas transcendant. Je veux dire, il y a des mangas horreur, suspense, survival games, ce que vous voulez, qui sont mieux dessinés, mieux scénarisés et qui tiennent la route. Là, ça tient pas la route. C'est pas génial à suivre. Je peux comprendre qu'il y ait des fans, qu'il y ait des gens qui adorent suivre ce genre d'histoire en mode je ne prends pas le chou, faut pas réfléchir 100 ans dessus, faut pas chercher une logique, surtout quelque chose de plausible. C'est sûr, je réfléchis peut-être trop pour le coup avec cette série-là. Voilà, je trouve ça juste dommage qu'il y ait autant de tapage médiatique partout à propos de King's Game, alors qu'il y a des séries, des survival games, Alice in Borderland, des trucs comme ça qui valent vraiment mais tellement plus le coup. Et à côté, bon, on n'entend limite pas parler. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore cette série à l'heure actuelle. Alors que ça, ben, si vous n'en avez pas entendu parler, je pense que vous n'avez pas ouvert une page internet ou un bouquin manga ou quoi que ce soit depuis fort longtemps. Une série que je ne peux décemment pas vous conseiller, mais je peux comprendre que ça soit la came de certains d'entre vous. Ainsi s'achève ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez peut-être pensé de certaines de ces lectures, si vous avez un avis totalement différent du mien. Alors oui, ce sont des mangas qui sont sortis il y a un petit moment, puisque là je vais vous tourner dans les prochains jours un second bilan lecture qui est en fait tout simplement des mangas qui sont sortis début octobre, ou tout simplement au mois d'octobre, du moins là c'était des sorties de début octobre, donc c'est normal que vous voyez, mais ça fait un moment que c'est sorti, ça t'en parle que maintenant, mais je rattrape en fait tout simplement les vidéos que j'aurais dû faire en octobre et que je n'ai pas pu vous faire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, je vous dis à très vite.